Raison et sensibilité ou Les deux manières d'aimer par Jane Austen. Traduit librement de l'anglais par Madame Isabelle de Montolieu. Tome 3e. À Paris, chez Artus Bertrand, libraire, rue Hautefeuille numéro 23, 1815. Chapitre 34. Après quelques oppositions, Maria céda aux prières de sa sœur et consentit à sortir un matin avec elle et avec Madame Jennings pour une demi-heure. Elle y mit la condition de ne faire aucune visite et d'accompagner seulement sa sœur jusque chez le fameux bijoutier Grays à Peckville Street où Elinor voulait changer quelques vieux diamants de sa mère contre des bijoux plus à la mode. Quand elles arrivèrent à la porte, Madame Jennings se rappela qu'il y avait à l'autre bout de la rue une dame de sa connaissance qu'elle désirait de voir. Et comme elle n'avait rien à faire chez le bijoutier, elle dit à ses jeunes amies d'entrer sans elle, et qu'elle viendrait les reprendre après avoir fait sa visite. Elles montèrent, et comme ce magasin était à la mode, et qu'on ne pouvait pas décemment porter un bijou, s'il n'était pas monté par un monsieur Grays, elles y trouvèrent une telle quantité de monde qu'il ne leur fut pas même possible de parvenir jusqu'à lui, et qu'il fallut attendre. Elles s'assirent au bout du comptoir, du côté où il y avait le moins de foule. Un seul homme, d'après l'attention qu'il exigeait de l'ouvrier à qui il parlait, commandait sans doute quelque chose de précieux. Elinor espéra cependant que, voyant deux femmes attendre qu'il eût fini, il aurait la politesse de se hâter. Mais après les avoir lorgnées l'une après l'autre, avec une très élégante lorgnette attachée à une chaîne d'or de Venise, et les avoir saluées légèrement, il recommença à parler au bijoutier, à lui expliquer dans le plus minutieux détail ce qu'il demandait. C'était une petite boîte à cure-dents pour lui. Et jusqu'à ce que la grandeur, la forme, les ornements fussent expliqués, il s'écoula au moins un quart d'heure. Il se fit ensuite montrer tous les étuis à cure-dents du magasin, les loua, les dénigra, en parla comme de la chose la plus essentielle, déclara qu'il n'y avait de bien dans ce genre que ce qui sortait de son imagination, et recommença son explication minutieuse. De temps en temps, sa main très blanche, ornée de quelques bagues de fantaisie, reprenait sa lorgnette et la dirigeait négligemment sur les deux sœurs. Il chercha ensuite au milieu de 100 breloques qui pendaient à sa montre, un cachet emblématique dont la monture était aussi de son imagination. Quoiqu'Elinor n'eût jamais vu un seul des merveilleux petits maîtres qui viennent étaler leur grâce dans les magasins, aux ventes, aux promenades, elle comprit que celui-ci en était un. Sa figure soignée, avec toute la recherche et l'extravagance de la mode, aurait été belle s'il en avait été moins occupé. Ses traits étaient réguliers, mais complètement insignifiants. Ses yeux grands et d'une belle couleur n'exprimaient que le contentement de lui-même. Son sourire seul aurait paru assez agréable à Elinor, parce qu'il lui rappelait celui d'Edward, s'il n'avait pas souri continuellement avec affectation et seulement pour montrer ses belles dents. Après s'en être amusée un peu, elle le trouva insupportable et surtout très malhonnête de faire attendre aussi longtemps des femmes pour un objet aussi peu important et de les regarder comme un objet de curiosité. Maria ne savait pas seulement qu'il était là. Pensive, les yeux baissés, elle n'était pas dans le magasin de M. Grays, dont le nom, qui avait un léger rapport avec celui de M. Willoughby, avait ramené toutes ses idées de ce côté, et elle ne se doutait pas non plus de ce qui se passait autour d'elle, que si elle avait été dans sa chambre. Enfin, l'importante affaire de l'étui à cure-dents fut décidée. L'ivoire, les perles, l'or eurent chacun leur place assignée, et le jeune merveilleux, ayant fixé le nombre de jours qu'il pourrait encore vivre sans la possession de sa délicieuse boîte, mit ses gants avec soin, fit sonner sa répétition, jeta encore un regard sur les dames plutôt pour captiver que pour exprimer l'admiration, et sortit avec cet air heureux que donne la persuasion de son mérite. Elinor le remplaça auprès du bijoutier à la mode, dit ce qu'elle voulait, montra son écrin, et elle était près de conclure son marché lorsqu'un autre gentilhomme s'approche. Elle jette les yeux sur lui. C'était son frère, M. John Dashwood. Leur reconnaissance et le plaisir qu'ils eurent à se retrouver firent événement dans le magasin de M. Grays. M. John Dashwood, assez bon homme quand il ne lui en coûtait rien et que sa femme n'était pas là, fut réellement bien aise de rencontrer ses sœurs.
Il leur témoigna beaucoup d'amitié et s'informa de leur mère et d'Emma avec respect et tendresse. Elle lui demanda de son côté des nouvelles de Fanny et de son fils. Toute la famille était à la ville depuis 2 jours. « Je désirais beaucoup d'aller hier vous faire une visite, dit-il, mais c'était impossible. Mon petit Henri avait envie de voir les bêtes sauvages, la ménagerie. Il fallut bien lui obéir, et le reste du jour se passa avec madame Ferrars. Ce matin, décidément, je voulais aller en Berkeley Street pour vous voir, si je pouvais en trouver le moment. Mais ici, on n'en trouve point pour faire ce qu'on veut. Je suis venue ici acheter un colis à Fanny. Elle ne peut sortir avec celui de l'année passée. Mais demain, bien certainement, rien ne m'empêchera de me présenter chez votre amie madame Jennings. On m'assure que c'est une femme assez riche et qui a une jolie maison. Et son gendre, le chevalier Middleton et Lady Middleton, cela sonne très bien en vérité. C'est votre cousin, n'est-ce pas? Vous m'y présenterez comme cousin de ma belle-mère. Je dois des respects à un homme de ce rang. Ce sont de bons voisins pour vous, m'a-t-on dit. Excellent, en vérité. Leur attention pour notre bien-être en général, leur obligeance en chaque occasion, vont plus loin qu'il n'est possible de l'exprimer. Je suis charmée de voir cela, excessivement charmée sur ma parole, mais cela doit être ainsi. Ils sont vos parents et très riches. Il va sans dire que vous devez vous attendre à tout ce qu'ils peuvent faire pour rendre votre situation plus agréable. Ainsi, vous êtes commodément établi dans votre ermitage et vous n'y manquez de rien. Édouard nous en a parlé avec enthousiasme. C'est, assure-t-il, ce qu'il a vu de plus charmant dans ce genre, et vous avez à tout égard au-delà de ce qu'il faut. Ça a été une grande satisfaction pour nous, je vous assure, d'apprendre que des parents qui ne vous connaissaient point se conduisaient si bien avec vous, et que vous ne manquiez de rien. Elinor était honteuse, non pas pour elle, mais pour son frère, et ne fut pas fâchée d'être dispensée de lui répondre par l'arrivée du domestique de madame Jennings, qui vient avertir ces dames que sa maîtresse les attendait à la porte. Monsieur Dashwood les accompagna et fut présenté à madame Jennings à la portière du carrosse. Elle l'invita cordialement à venir souvent voir ses sœurs. Il promit qu'il y viendrait sans manquer le lendemain et les quitta. Il vint en effet. Madame Jennings s'attendait aussi que madame John Dashwood viendrait voir ses belles-sœurs. Elinor en doutait, et Maria plus encore. Celle-ci la connaissait trop bien pour rien attendre d'elle. En effet, leur frère vint seul. Il apportait pour excuse qu'elle était toujours avec sa mère et n'avait pas un instant de libre. Madame Jennings, trop bonne femme pour être exigeante, lui assura qu'entre amis on était sans cérémonie, que l'ami de ses belles-sœurs devait être aussi celui de sa femme, et qu'elles iraient la voir les premières. Monsieur Dashwood fut amical avec ses sœurs, excessivement poli avec madame Jennings, et un peu en peine de savoir comment il fallait être avec le colonel Brandon, qui vint quelques moments après lui. Il lui fut présenté sous son nom et sous son titre. Madame Jennings y joignit celui d'ami de la maison. Mais cela ne suffisait pas à monsieur John Dashwood pour régler le degré de politesse. Il fallait savoir au juste combien il avait de revenus. Aussi, se contenta-t-il de le regarder avec curiosité et d'être honnête, de manière à pouvoir ensuite l'être plus ou moins suivant sa valeur et ses rentes. Après être resté une demi-heure, il se leva et pria Elinor de venir avec lui à Conduit Street pour l'introduire chez Sir George et Lady Middleton. Le temps était beau, elle y consentit et prit le bras de son frère. À peine furent-ils dehors de la maison qu'il lui demanda « Qui est donc ce colonel Brandon, Elinor? A-t-il de la fortune ?»« Oui. Il a une belle terre en Dorsetshire. »« J'en suis charmée, » reprit M. Dashwood. « Il a très bon ton, cet homme-là. Je lui crois un très bon caractère. Et d'après la manière dont il vous a salué, je pense que je puis vous féliciter sur l'espoir d'un bon établissement. »« Moi, mon frère? Que voulez-vous dire ? » ?»« Il vous aime. Cela n'est pas douteux. Je l'ai bien observé et j'en suis convaincue. À combien monte sa fortune ? » ?»« On dit qu'il a 2000 pièces de revenus. » 2000 pièces ? Je voudrais de tout mon cœur, ma chère Elinor, dit-il avec un air de générosité, comme si son souhait était un présent. Je voudrais qu'il en eût le double. Je vous en remercie pour lui, dit Elinor en riant, mais pour moi cela m'est assez égal. Je suis très sûre que le colonel Brandon n'a pas la moindre idée de m'épouser. Vous vous trompez, Elinor, vous vous trompez beaucoup.
Avec un peu de soin et de peine de votre côté, vous vous assurez cette conquête. Peut-être n'est-il pas encore décidé. Votre peu de fortune peut le faire balancer. Sans doute sa famille est contre vous. C'est tout simple, et cela doit être ainsi. Mais quelques-uns de ces petits encouragements que les jolies femmes savent si bien donner le décideront en dépit de lui-même, et je ne vois aucune raison qui puisse vous en empêcher. Je n'imagine pas qu'un premier attachement de votre côté puisse influer. Vous n'êtes pas romanesque, vous, Elinor. Et en un mot, vous savez fort bien qu'un attachement de cette nature est hors de question. Vous avez assez d'esprit pour me comprendre et assez de raison pour sentir qu'il y a des obstacles insurmontables. Non, non. Le colonel Brandon, voilà celui sur lequel vous devez jeter vos vues. Et de ma part, aucune politesse, aucune attention ne sera épargnée pour qu'il se plaise avec vous et votre famille. Je l'inviterai à dîner au premier jour, je vous le promets. C'est une affaire qui nous donnerait à tous une vraie satisfaction. Vous devez sentir, dit-il en baissant la voix d'un air important, que cela ferait plaisir à tout le monde. Toute ma famille désire excessivement, Elinor, de vous voir bien établie. Fanny particulièrement a votre intérêt à cœur, je vous assure. Et sa mère aussi, Madame Ferrars, qui ne vous connaît pas encore, mais qui a souvent entendu parler de vous, et qui est une très bonne femme. Elle disait l'autre jour qu'elle donnerait tout au monde pour vous voir bien mariée. À tout autre qu'à son fils, pensa Elinor sans le dire. Pauvre dame, Ferrars, ce n'est pas moi qui vous donnerai du chagrin. Vous ne répondez pas, reprit M. Dashwood. Vous êtes convaincu, je le vois, et l'affaire ira. Ce serait une chose très remarquable et très présente d'avoir 2 noces en même temps dans la famille, et que Fanny mariât son frère et moi ma sœur. Cela n'est pas impossible. Est-ce que M. Ferrars doit se marier demanda Elinor avec fermeté. Cela n'est pas encore conclu, répondit-il. Mais il en est fort question. Il a une si excellente mère, Madame Ferrars, avec une libéralité que l'on voit rarement chez une femme aussi riche, lui donne 1000 livres sterling par année en faveur de ce mariage. Aussi est-ce un parti qu'il ne faut pas laisser échapper. C'est Mademoiselle Morton, la fille unique de feu Lord Morton, qui aura le jour de son mariage 30 000 pièces. Edward, comme vous le savez, est très aimable. Il a un bon caractère, tout ce qu'il faut pour rendre une femme très heureuse. Aussi, c'est un mariage très sortable des 2 côtés, et qui se fera sûrement. Edward doit à sa mère de n'y mettre aucun obstacle. Une mère qui se prive pour son fils d'un revenu de 1000 pièces, c'est superbe. Il lui en reste encore 2000. Mais elle a 2 autres enfants, Fanny et Robert. Elle ne les oublie pas non plus. Elle est si généreuse, si noble. L'autre jour, quand nous arrivâmes à la ville, pensant qu'un peu d'argent nous ferait plaisir, elle glissa dans la main de Fanny un billet de banque de 200 pièces. Jugez comme cela venait à propos. « Est-ce que vous auriez fait quelques pertes d'argent » dit Elinor. « Essuyé quelques banqueroutes ?»« Non, non, rassurez-vous. Je ne place mon argent qu'en lieu sûr, il n'y a rien à craindre. Mais mon Dieu, dans ces temps-ci, on a tant de dépenses à faire, et qui s'augmentent quand on vient à Londres. Voyez, il faut un collier neuf à Fanny. Elle donnera bien le vieux en paiement, mais il y a toujours la façon. Je veux aussi vous donner, mes chères sœurs, à chacune, une petite paire de boucles d'oreilles. Quand nous retournerons chez Grace, vous choisirez. Vous n'en achetiez pas ce matin, j'espère. Il serait piquant que vous m'eussiez prévenu. Non, non, mon frère, rassurez-vous. Nous n'en avons pas besoin du tout. Notre bonne maman a voulu absolument nous donner quelques-uns de ses bijoux, plus que nous n'en voulions, et je les faisais remonter. Bien, fort bien, j'en suis charmée. C'est très bien fait. Quel besoin en a-t-elle à la campagne? Enfin, vous avez vu ma bonne volonté. J'ai promis à mon père, à ces derniers moments, d'avoir soin de vous. On ne manque pas une parole de cette espèce. Et vous auriez eu déjà quelques petits présents de ma part si je n'avais pas eu de grandes dépenses à faire à Norland. À Norland? Avez-vous fait des changements? Oui, quelques-uns. D'abord, des emplettes considérables de linge, de porcelaine, de meubles, pour remplacer ce que notre respectable père a légué à votre mère. Je ne m'en plains pas. Il avait bien le droit de les donner à qui il voulait, mais enfin, il a fallu beaucoup d'argent pour ces emplettes. Et pour y suppléer, j'ai coupé l'avenue des Grands Ormes et beaucoup éclairci le bois de chêne. J'ai fait ôter tous ces vieux arbres que Maria trouvait si beaux. Vous ne sauriez croire comme c'est plus joli à présent que tout est découvert. J'ai vendu tous ces bois. N'ai-je pas bien fait, Elinor? Qu'en dites-vous? Elinor ne répondait pas. Elle était en idée sous ces beaux ombrages qui n'existaient plus. Pauvre Maria, pensait-elle.
Tu perds à la fois tout ce que ton cœur aimait. Il trouvera encore des soupirs, ce pauvre cœur, pour les vieux arbres de Norland. Vous avez agi aussi très prudemment, continua John Dashwood, en vous liant avec cette Madame Jennings. Sa maison est très bien meublée. Son équipage annonce qu'elle est très bien dans ses affaires. Et c'est une connaissance qui peut vous être très utile pour le présent et pour l'avenir. Son invitation prouve combien elle vous aime, car enfin, 2 personnes de plus dans un ménage sont quelque chose. Mais à la manière dont elle parle de vous, je parie qu'elle ne s'en tiendra pas là, et qu'à sa mort, vous ne serez pas oublié. Elle laissera sûrement quelques bonnes sommes, et j'en suis charmée pour vous. Je crois, dit Elinor, qu'elle ne laissera que ce qui doit revenir à ses enfants. Bon, moi je suis sûre qu'elle fait des épargnes et qu'elles seront pour vous. Ne m'a-t-elle pas dit « Vos sœurs remplacent mes filles » N'était-ce pas clair? Qu'avez-vous dire à cela? Nous les remplaçons dans leur chambre et rien de plus. Elle aime beaucoup ses filles et ses petits-enfants, et ne leur préférera pas des étrangères. Cela ne serait ni juste ni naturel. Ses filles sont très bien mariées, et je ne vois pas la nécessité de leur donner plus qu'il ne leur revient de droit. Ces bontés inouïes pour vous vous donnent lieu de prétendre à un bon legs après elles. Ce serait vous tromper que d'en agir autrement. Nous ne demandons que son amitié, dit Elinor. Et pardonnez, mon frère, si je vous avoue que votre intérêt pour notre prospérité va beaucoup trop loin. Non, pas du tout. J'ai promis à notre bon père de m'intéresser à vous dans toutes les occasions, et rien n'est plus juste. Mais, ma chère Elinor, parlons d'autre chose. Qu'est-ce qu'il y a avec Maria ? Elle n'est plus la même. Elle a perdu ses belles couleurs. Elle a maigri, ses yeux sont battus, elle n'a plus de gaieté, de vivacité. Est-elle malade ? Elle n'est pas bien. Elle a depuis quelques semaines des maux de nerfs et de tête. J'en suis fâchée, très fâchée. Dans la jeunesse, il suffit d'une maladie pour détruire la fleur de la beauté. Et voyez en combien peu de temps. En septembre passé, quand elle quitta Norland, c'était la plus belle fille qu'on pût voir. Elle avait précisément ce genre de beauté qui plaît aux hommes et les attire. Je pensais aussi qu'elle trouverait bientôt un bon parti. Je me rappelle que Fanny disait souvent que, quoiqu'elle fût votre cadette, elle se marierait plus tôt et mieux que vous. Elle s'est trompée cependant. C'est tout au plus à présent, si Maria trouve un parti de 500 ou 600 pièces de rente, et vous, Elinor, vous allez en avoir un de 2000, en Dorsetshire, dites-vous. Je connais peu le Dorsetshire, mais je me réjouis beaucoup de voir votre belle terre. Dès que vous y serez établie, vous pouvez compter sur la visite de nous deux, Fanny et moi. Nous serons charmés de passer là quelque temps avec vous et le bon colonel. Elinor s'efforça très sérieusement de lui ôter l'idée que le colonel songeât à l'épouser, mais ce fut en vain. Ce projet lui plaisait trop pour qu'il y renonçât. Il persista à dire qu'il ferait tout ce qui dépendait de lui pour décider la chose qui était déjà bien commencée, et que dès le lendemain, il irait voir le colonel et il ferait un bel éloge d'Elinor. Ce pauvre John Dashwood! Il avait justement assez de conscience pour sentir qu'il n'avait point rempli ses promesses à son père relativement à ses sœurs, et pour désirer que le colonel Brandon et Madame Jennings voulussent bien les dédommager de sa négligence. Ils eurent le bonheur de trouver Lady Middleton chez elle, et Sir George rentra bientôt après. Elinor présenta son frère, et des deux côtés l'on se fit beaucoup de civilité. Sir George était toujours prêt à aimer tout le monde. Et quoique M. Dashwood ne s'entendît ni en chevaux ni en chiens, il promettait d'être un assez bon convive. Lady Middleton trouva sa tournure élégante et son ton parfait, parce qu'il avait admiré son salon, et M. Dashwood fut enchanté de tous les deux. « Quel charmant récit j'aurais à faire à Fanny de ma matinée !» dit-il à sa sœur en la ramenant chez Madame Jennings. « Et comme elle en sera contente, il n'y a que la santé de la pauvre Maria, mais elle se remettra. Lady Middleton est une femme charmante, tout à fait dans le genre de Fanny. Elles se conviendront à merveille, j'en suis sûre. Et Sir George est très aimable. Il donne souvent à manger, n'est-ce pas? Et des assemblées et des fêtes. Il m'a invité à tout ce qu'il y aurait chez lui. C'est une bonne connaissance à faire et je vous en remercie, Elinor. Votre Madame Jennings aussi est une excellente femme, quoique moins élégante que sa fille, mais aussi n'est-elle pas lady. J'espère bien cependant que votre belle-sœur n'aura plus aucun scrupule de la voir, car je vous confesse à présent que c'est pour cela qu'elle n'est pas venue avec moi ce matin. Nous savions qu'elle est veuve d'un homme qui s'était enrichi dans le commerce, et ni Madame Dashwood, ni Madame Ferrars ne se souciaient de voir cette famille. Mais cela changera
quand je leur dirai comme elle a l'air opulente. Le salon de Lady Middleton est plus orné que le nôtre, et je crains seulement un peu que Fanny ne veuille l'imiter. Mais enfin, ils sont riches, très aimables, et j'espère que nous nous verrons souvent. » Ils étaient devant la maison de Madame Jennings, et ils se séparèrent. Chapitre 35. Madame Fanny Dashwood avait une telle confiance dans le jugement de son mari que, dès le jour suivant, elle vint en personne faire visite à Madame Jennings et à Lady Middleton. Et cette confiance ne fut pas trompée. La vieille amie de ses belles-sœurs, quoique un peu commune, lui plut assez par ses prévenances, et Lady Middleton l'enchanta complètement par son bon ton et son élégance. Cet enchantement fut réciproque. Il y avait, entre ces deux femmes, une sympathie de froideur de cœur et de petitesse d'esprit qui devait nécessairement les attirer l'une vers l'autre. Elles avaient la même insipidité dans la conversation, la même nullité d'idées. Seulement, Fanny avait un fond d'avarice et d'envie qui se manifestait en toute occasion, et Lady Middleton une indifférence parfaite pour tout le monde, excepté pour ses enfants. Madame Dashwood lui plut mieux qu'une autre femme, sans qu'elle eût pu dire pourquoi. Mais ce n'était pas de l'amitié, elle en était incapable. Fanny ne réussit pas aussi bien auprès de Madame Jennings, qui lui trouva l'air fier, impertinent, et qui vit qu'elle ne faisait aucun frais pour plaire, qu'elle n'avait rien d'aimable, ni d'affectueux même, avec ses charmantes belles-sœurs, à qui elle parlait à peine, et qu'elle ne s'informait point de la santé de Maria, qu'elle devait trouver changée. En effet, elle ne disait rien à Elinor, ne témoignait aucun intérêt pour leur plaisir, leur demandait à peine des nouvelles de leur mère d'un air glacé, et sans écouter la réponse. Elle ne fut avec elle qu'un quart d'heure, et resta au moins 7 minutes en silence. La bonne et vive Madame Jennings en fut indignée, et ne se gêna pas de le dire lorsque Fanny fut partie. Elinor aurait fort désiré d'apprendre d'elle si Edward était à Londres. Mais Fanny n'avait garde de prononcer devant elle le nom de son frère, jusqu'à ce que le mariage de l'un avec Miss Morton et de l'autre avec le colonel Brandon les eût séparés à jamais. Elle les croyait encore trop attachés l'un à l'autre pour ne pas trembler tant qu'ils seraient libres, et son étude continuelle était de chercher à les éloigner de toute manière. Elle ne parla donc point de son frère. Mais Elinor apprit d'un autre côté ce qu'elle voulait savoir. Lucie vint réclamer sa compassion sur le malheur qu'elle éprouvait de n'avoir point encore vu son cher Edward, quoiqu'il fût venu à Londres avec monsieur et madame John Dashwood pour se rapprocher d'elle, mais il n'osait pas venir la voir chez ses parents d'Holborn, qui ne le connaissaient point. Et malgré leur mutuelle impatience, tout ce qu'il pouvait faire pour le moment, c'était de s'écrire tous les jours. Elinor, qui ne pouvait se fier tout à fait à la véracité de Lucie, et qui voyait le but de ses confidences, doutait encore. Mais elle ne tarda pas d'avoir la conviction qu'Edward était véritablement à la ville. 2 fois, en rentrant à la maison, elle apprit qu'il était venu et trouva sa carte. Par une contrariété naturelle au cœur humain, elle fut bien aise qu'il eût pensé à venir, et plus aise encore de n'y avoir pas été. Monsieur John Dashwood ne perdait pas de vue le mariage supposé de sa sœur aînée avec le colonel Brandon, ainsi qu'il l'avait dit. Il voulut l'inviter à dîner chez lui. Il ne fallait pas moins qu'un motif de cette importance pour les décider, lui et sa femme, à cette dépense. Fanny y consentit cette fois, et par l'espoir qu'Elinor en épouserait un autre que son frère, et par celui d'être invitée à son tour aux fréquentes fêtes de Sir George et à ses dîners qui étaient en grande réputation, tant pour le talent de son cuisinier que par l'élégance du service. C'était donc semer pour recueillir. En effet, peu de jours après que la connaissance fut faite, on reçut une invitation informe pour dîner le jeudi suivant chez Madame John Dashwood à Harley Street, où ils avaient loué pour 3 mois une jolie maison. Ses 2 belles-sœurs, Madame Jennings, les Middleton et Monsieur Palmer acceptèrent. Charlotte, sur le point d'accoucher, ne sortait plus. Le colonel Brandon fut surpris d'être du nombre des convives, ne connaissant pas du tout Madame Dashwood et n'ayant vu qu'un instant son mari, qui ne lui avait fait qu'un accueil demi-poli. Mais il aimait trop à être avec Mademoiselle Dashwood pour en refuser l'occasion. Madame Ferrars devait aussi en être, mais on ne nomma point ses fils, et Elinor n'osa pas s'informer s'ils y seraient. Quelques mois auparavant, elle aurait été vivement émue de la seule pensée de se rencontrer avec la mère d'Edward et de lui être présentée. Actuellement,
elle pouvait la voir relativement à elle-même avec une complète indifférence. Elle le croyait du moins, et rejeta entièrement sur la curiosité l'intérêt qu'elle mettait à la connaître. Cet intérêt, mais non pas son plaisir, acquit un degré de plus en apprenant que Lucy Stills serait aussi de la partie. D'après ce qu'elle savait de la hauteur de Madame Ferrars, la bonne Elinor, sans aimer Lucy, ne pouvait s'empêcher de la plaindre d'avance de la manière dont elle en serait traitée, ce qui lui serait d'autant plus sensible qu'elle s'y était volontairement exposée. Dès que celle-ci apprit ce dîner, elle se hâta de rappeler une invitation assez vague que Lady Middleton avait faite aux deux sœurs Stills lorsqu'elles se séparèrent à Barton, de passer une quinzaine de jours chez elle à Londres. Lady Middleton l'avait oublié, mais l'adroite Lucy porta à la petite Célina un joli panier plein de bonbons et lui souffla de demander à sa maman que ses bonnes amies Stills vinssent demeurer avec elle. Les demandes de Célina n'étaient jamais refusées. 1 heure après, la voiture de Lady Middleton arriva à Holborn avec une prière instante aux demoiselles Stills de se rendre sans délai au désir de Célina avant que la charmante petite pleurât, ce qui lui faisait un mal affreux. Une fois établies chez leurs nobles parents, elles devaient être invitées avec eux, et elles avaient un droit de plus de lettres chez Madame Dashwood, à qui elles n'étaient pas entièrement inconnues, au moins de nom, puisque leur oncle avait été instituteur de son frère. Mais il suffisait qu'elles fussent logées chez Lady Middleton et qu'elle les protégeât pour être bien reçues. Lucy était au comble de la joie. Elle allait enfin être introduite dans cette famille qui devait être un jour la sienne. Elle pourrait satisfaire sa curiosité, les examiner, juger des difficultés qu'elle aurait à surmonter, avoir une occasion de leur plaire. Elle n'avait pas encore eu dans sa vie un aussi grand plaisir qu'en recevant la carte de Madame Dashwood. Mais ce plaisir aurait été diminué de moitié si elle n'avait pu y joindre le chagrin de sa rivale. Elle se hâta d'aller lui faire part de son bonheur. Elinor eut beaucoup de peine à lui cacher ce qu'elle ressentait, et n'y réussit peut-être pas, car la joie de Lucy augmenta en voyant un nuage sur le front d'Elinor, lorsqu'elle lui dit qu'Edward y serait sûrement. « À moins, ajouta-t-elle, qu'il ne craigne de se trahir. Il lui était impossible, lorsque nous étions ensemble, de cacher l'excès de son affection, et cette raison l'empêchera peut-être d'y venir. » Quelque cruel que fût ce motif pour la pauvre Elinor, elle en désirait au moins l'effet. Voir Edward pour la première fois depuis leur séparation, et le voir avec Lucy, elle croyait à peine pouvoir le supporter. Ce jeudi si désiré, si redouté, qui devait mettre les deux jeunes rivales en présence de la future belle-mère, arriva. Elinor avait acheté la veille une charmante toque en fleurs avec des plumes blanches, dont elle voulait se parer ce jour-là. Lucy, qui venait continuellement chez Madame Jennings pour y voir sa chère amie, se trouva là quand on l'apporta. Elinor l'essaya. Elle lui essayait à ravir, et malgré toute sa raison, elle ne fut point fâchée de le trouver elle-même. Le jeudi matin, Lucy arriva, plus caressante, plus tendre qu'à l'ordinaire. Elle avait honte, dit-elle, de ce qu'elle venait lui demander. Mais sa chère Elinor était si fort au-dessus de ses bagatelles, elle avait si peu besoin de parure, elle était si indifférente sur ce moyen de plaire en ayant tant d'autres. Et pour cette grande occasion, il était si essentiel à Lucy de les tous employer. Elle devait à Edward de se faire aussi jolie qu'il lui serait possible la première fois qu'elle paraissait devant sa mère. Si Edward lui-même s'y trouvait, c'était un motif de plus qu'Elinor devait comprendre. Elle espérait donc de sa complaisance, de son amitié, qu'elle voudrait bien pour ce jour-là renoncer à la jolie toque qui la coiffait si élégamment et la lui prêter. Elle avoua, en rougissant, qu'elle n'était pas assez en fond dans ce moment pour s'en acheter une semblable, ce qu'elle aurait fait sûrement, eût-elle dû la prendre à crédit, si elle n'avait pas compté sur la bonté de sa chère Elinor. Mademoiselle Dashwood frémit de penser qu'elle avait failli arriver au dîner coiffée exactement comme Lucy, et se trouva heureuse en comparaison de lui céder si jolie toque qu'elle regrettait bien un peu, mais qu'elle pria Lucy d'accepter. Cette dernière s'en empara bien vite, également enchantée qu'elle fût sur sa tête et non sur celle d'Elinor. « Bon Dieu, ma chère, lui dit-elle, plaignez-moi, je vous en conjure, vous êtes la seule personne qui saura ce que je souffre. À peine puis-je marcher tant je suis émue en pensant que dans quelques heures,
Je verrai la personne dont tout mon bonheur dépend, celle qui doit être ma mère. Mettez-vous à ma place. Mais c'est impossible. Il faut aimer Edward comme je l'aime, pour comprendre l'état où je suis. Elinor aurait pu diminuer cette émotion ou la faire changer de nature en lui disant que vraisemblablement c'était la belle-mère de Miss Morton plutôt que la sienne qu'elle allait voir. Elle ne le dit pas, mais elle lui assura avec tant de sincérité qu'elle la plaignait infiniment que Lucie en fut presque piquée. Elle espérait être pour mademoiselle Dashwood un objet d'envie plutôt que de compassion. Enfin, elles arrivèrent chez madame John Dashwood. Sa mère, au haut bout de la chambre, étalée dans un grand fauteuil, sa chétive personne, et saluait à peine avec un air de protection. Elle était petite, maigre, se tenait extrêmement droite, avait de la roideur dans tous ses mouvements. Sa physionomie était sombre, ou du moins très sérieuse. Elle ne se permettait de sourire que lorsqu'elle disait un sarcasme. Son teint était brun, tirant sur le jaune, ses traits assez petits et sans beauté. Une contraction habituelle de ses sourcils empêchait sa physionomie d'être complètement insignifiante, mais lui donnait en échange une forte expression d'orgueil et même de méchanceté. Elle ne parlait pas beaucoup, contre la règle générale. Elle proportionnait le nombre de ses paroles à celui de ses idées, et dans le peu de syllabes honnêtes qui lui échappèrent à l'arrivée des hôtes de sa fille qui lui furent présentées, il n'y en eut pas une seule adressée aux demoiselles Dashwood, qu'elle regardait intérieurement avec dédain et avec malveillance. Cette conduite ne pouvait plus influer sur le bonheur d'Elinor. Peu de mois auparavant, elle en aurait été excessivement blessée et affligée, mais il n'était plus au pouvoir de madame Ferrars de produire cet effet sur elle, et la différence de sa manière avec les demoiselles Steele, dont le seul but était d'humilier encore mademoiselle Dashwood, l'amusa au contraire beaucoup. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire de l'air affable et presque amical avec lequel la mère et la fille distinguèrent Lucie surtout, et des peines que celle-ci se donnait pour leur plaire, peines qui allaient jusqu'à la bassesse. Madame Ferrars avait un vieux bichon, seul être qu'elle pût aimer et qui ne la quittait point. Lucie le caressait exactement comme elle caressait Célina Middleton. Elle s'extasiait sur sa charmante petite créature, allait lui ouvrir la porte s'il voulait sortir et l'attendait pour le rapporter à sa maîtresse. Elle admirait l'éclat du beau satin cramoisi de la robe de madame Ferrars et la beauté de ses poings. Elle allait chauffer le coussin qui était sous les pieds de cette dame. Quand Lady Middleton s'éloignait un peu, elle déclarait que madame John Dashwood était la plus belle femme qu'elle eût vue de sa vie et qu'elle ressemblait beaucoup à sa mère, etc., etc. Enfin, à force de flatterie, elle se rendit si agréable à l'une et à l'autre que même madame Ferrars, qui ne s'humanisait jamais avec ceux qu'elle regardait comme ses inférieurs, lui adressa quelques mots obligeants et déclara que ces jeunes Miss Steele avaient le ton de la meilleure éducation et que bien des demoiselles qui se croyaient des modèles n'en approchaient pas. Elle lança en même temps un regard sur Elinor qui riait en elle-même, en pensant à quel point la faveur et les grâces de madame Ferrars étaient mal placées, et qu'elle se changerait bien promptement en fureur si elle se doutait que cette jeune audacieuse qu'elle trouvait si charmante, parce qu'elle n'était pas Elinor, pensait à épouser son fils. Fanny faillit à lui en donner l'idée. « Mesdemoiselles Steele, dit-elle à sa mère, sont les nièces de monsieur Pratt, chez qui Edward a étudié. »« Vraiment ?» dit madame Ferrars en relevant le sourcil. « Vous connaissez donc mon fils ?»« Très peu, madame, » dit Lucie avec assurance. « Nous ne demeurons pas auprès de mon oncle. »« Tant mieux pour vous, » dit madame Ferrars avec humeur. « Il n'entend rien à l'éducation. » Lucie redoubla ses flatteries qui lui réussirent de nouveau. Elle était au 3e ciel, en se voyant ainsi distinguée, et ne daignait plus parler à Elinor. La grosse Anna même se rengorgeait avec fierté, en pensant qu'elle était la sœur de la future belle-fille de madame Ferrars. Maria était encore plus rêveuse, plus silencieuse qu'à l'ordinaire. À sa tristesse habituelle se joignait le chagrin qu'elle supposait à Elinor de ne pas voir Edward, et celui qu'elle en ressentait elle-même. Elle l'aimait déjà comme un frère favori, et bien plus que celui qu'elle tenait de la nature. L'homme qui devait faire le bonheur de sa chère Elinor était au premier rang de son cœur.
Elle était venue presque avec plaisir à ce dîner, malgré son aversion pour la plupart des convives, dans l'unique espoir de voir Edward. Et cet espoir était trompé. Edward n'y était pas. Elle regardait sa sœur avec un étonnement douloureux, et ne pouvait comprendre qu'elle eût la force de supporter une mésaventure aussi cruelle. Le colonel Brandon, placé entre les deux sœurs, se serait trouvé fort heureux si la politesse fastidieuse du maître et même de la maîtresse de la maison lui avait laissé le temps d'en jouir. Tous les meilleurs mets, tous les meilleurs vins lui étaient adressés. M. Dashwood lui demandait son opinion sur tout, et s'y rangeait à l'instant. Dès qu'il y avait un moment de silence entre lui et ses voisines, il disait à ses sœurs « Allons, mesdemoiselles, parlez à votre aimable voisin, ne souffrez pas qu'il s'ennuie. » On aurait dit que la fête était pour lui seul, et il ne pouvait comprendre le but de tant d'honnêteté dont il était fatigué. Le dîner était magnifique, ainsi que les donnent ceux qui invitent rarement, et ni le nombre de plats, ni celui des laquais n'annonçaient cette pauvreté dont il s'était plaint à sa sœur. Elle ne se faisait sentir que dans la conversation, mais il est vrai que de ce côté-là, le déficit était considérable, tant chez les maîtres du logis que chez la plupart des convives. Manque de raison, manque d'esprit, soit naturel, soit cultivé, manque de goût, manque de gaieté, manque enfin de tout ce qui rend un repas agréable. Quand les dames, suivant l'usage, se retirèrent après dîner pour le café, cette pauvreté fut encore plus en évidence. Les hommes mettaient au moins quelques variétés dans le discours, quelques mots de politique, de chasse, d'agriculture, mais il n'en fut plus question. On avait épuisé avant dîner l'article des meubles et des parures. À la grande satisfaction de Lucie, sa toque avait été fort admirée, et la simple coiffure d'Elinor, qui n'était que ses jolis cheveux bruns retenus par un fil de perles, regardée avec dédain. En sorte qu'après une longue digression sur la bonté du café, le seul sujet d'entretien fut de comparer la grandeur d'Henry Dashwood et celle de Williams, le second fils de Lady Middleton, qui était à peu près du même âge. Si les enfants avaient été là tous les deux, la question aurait été promptement décidée en les mesurant, mais il n'y avait là qu'Henry, et il fallut s'en rapporter à l'opinion des témoins. Celle des demoiselles Stills, qui passaient leur vie avec les petits Middleton, fut surtout demandée par leur mère, et de cette manière qui veut dire « décider en ma faveur ». N'est-ce pas, Lucie, que Williams a au moins 2 doigts de plus qu'Henry Dashwood ? Lucie fut horriblement embarrassée. À qui fera-t-elle sa cour ? Enfin, l'amour l'emporta sur l'amitié, et après avoir un peu hésité, elle dit qu'elle croyait qu'il lui semblait que M. Henry avait quelques lignes de plus. Lady Middleton exprima par un regard son mécontentement, mais Lucie fut dédommagée par un doux sourire de la sœur d'Edward. Elinor trouva sa flatterie d'autant plus méprisable qu'il était évident que le petit Williams était beaucoup plus grand que son neveu. Elle le dit quand on lui demanda son avis. Fanny et Madame Ferrars répondirent avec aigreur qu'elle se trompait, et Maria déplut à tout le monde en disant qu'elle n'y avait fait nulle attention. Bientôt, une autre bagatelle mit en scène sa vivacité de sentiment et l'irritabilité de ses nerfs. Avant de quitter Norland, Elinor avait peint à sa belle-sœur de charmants écrans de cheminée. Ils venaient d'être montés dans le dernier goût. Les hommes étaient rentrés au salon et entouraient le feu. John Dashwood, allant toujours à son but, en prit un et le montra au colonel. « Voyez, lui dit-il, c'est ma sœur Elinor qui a peint cela. Vous qui êtes un homme de goût, vous les admirerez. Je ne sais si vous connaissez son talent pour le dessin. Elle passe généralement pour en avoir beaucoup. » Le colonel, sans être grand connaisseur en peinture, les admira infiniment. La curiosité générale fut excitée et les écrans passèrent de main en main. Lorsqu'ils furent dans celle de Madame Ferrars, qui ne s'y entendait pas du tout et qui ne pouvait se résoudre à louer Elinor, elle les fit passer à sa voisine sans dire un mot d'éloge. « Ils sont peints par Mademoiselle Dashwood, l'aînée, ma mère, dit Fanny. Ne les trouvez-vous pas très jolis ?» Elinor, surprise de la courtoisie de sa belle-sœur, lui en savait gré. Mais sa reconnaissance ne fut pas de longue durée. Fanny ajouta « Regardez-les, maman. Voyez si ce n'est pas à peu près le même genre de dessin que ceux de Mademoiselle Morton.
mais celle-ci peint encore plus délicieusement. Le dernier paysage qu'elle a fait est vraiment très remarquable. Extrêmement beau, dit Madame Ferrars. Elle excelle dans tout ce qu'elle fait, et rien ne peut lui être comparé. Mais aussi, elle a une éducation si brillante, tant de talent naturel. Maria la sensible, la vive Maria, ne put supporter ce qu'elle regarda comme un outrage à sa sœur. Elle était déjà très irritée du ton et de la manière de Madame Ferrars, mais de tels éloges, donnés à une autre aux dépens d'Elinor, provoquèrent son ressentiment. Quoiqu'elle n'eût encore aucune idée des projets sur Mademoiselle Morton, mais cédant comme à son ordinaire à son premier mouvement, elle dit avec vivacité « Voilà en vérité une singulière manière de voir et d'admirer les ouvrages de ma sœur. En faire un objet de comparaison pour les rabaisser, c'est du moins peu obligeant. Qui est cette demoiselle Morton à qui personne ne peut être comparé? À propos de quoi est-il question d'elle et de ses talents? Qui intéresse-t-elle ici? Et mon Elinor nous intéresse tous. » Alors, prenant les écrans de la main de sa belle-sœur et les montrant encore au colonel, « Il faut, dit-elle, n'avoir pas le moindre goût, le moindre sentiment du beau pour ne pas les admirer et pour penser à autre chose quand on les voit. » Madame Ferrars rougit de colère. Ses petits yeux s'enflammèrent. Ses sourcils s'élevèrent d'un demi-pouce et se touchèrent. « Je croyais, dit-elle, que tout le monde ici savait que Miss Morton est la fille de feu Lord Morton. J'oubliais que mesdemoiselles Dashwood ne sont jamais venues à Londres et ne peuvent connaître le beau monde. » Fanny avait aussi l'air très courroucé, et son mari était tout effrayé de l'audace de Maria. Il s'approcha d'elle, la mena dans l'embrasure de la fenêtre et lui dit à voix basse « Est-ce qu'Elinor ne vous a pas dit qu'Edward doit épouser Miss Morton? Vous auriez mieux fait de vous taire. »« Edward épouser Miss Morton ?» s'écria Maria. « Jamais! Jamais, c'est impossible !» Et, poussée par son sentiment pour sa sœur chérie, ainsi méprisée et rejetée par toute une famille qui devait l'adorer, elle vint s'asseoir à côté d'elle. Passant un bras autour de son cou et posant sa joue contre la sienne, elle lui dit à l'oreille « Chère, chère Elinor, ne souffrez pas que de tels gens aient le pouvoir de vous rendre malheureuse. Ne craignez rien. Edward ne pense pas ainsi. Je le connais. J'ose vous répondre de sa fidélité. En dépit d'eux et de leurs projets, il n'aime. Il n'épousera que vous. » Elinor, touchée de l'affection de sa sœur, mais désolée des preuves qu'elle lui en donnait dans ce moment, la conjura de se calmer, de se taire, tandis qu'elle-même ne pouvait à peine retenir les larmes qui remplirent ses yeux au propos de Maria. Celle-ci les sentit sur sa joue. « Tu pleures ?» lui dit-elle. « Les méchants font pleurer mon Elinor ?» Et alors, elle fondit en larmes. L'attention de chacun fut excitée, et tout le monde eut l'air consterné. Le colonel Brandon, qui depuis le commencement de cette scène avait eu les yeux attachés sur Maria, l'admirait bien plus qu'il ne la blâmait. Ce cœur si brûlant, cette sensibilité si active pour ce qu'elle aimait autant que pour elle-même, l'attachait toujours davantage à cette jeune personne. Lorsqu'elle éclata en pleurs et en sanglots, il se leva, vint près d'elle presque involontairement, et prit sa main, qu'il serra entre les siennes. Elinor soutenait sur son sein la tête de sa sœur et ne pensait plus à Edward. Madame Jennings disait « Pauvre enfant, pauvre petite, la moindre chose attaque ses nerfs. » Et elle lui faisait respirer son flacon de sel. Madame Ferrars levait les épaules en parlant à sa fille. Lady Middleton regardait avec son air glacé. Monsieur Palmer bâillait près du feu en tenant les malheureux écrans, cause première de ce trouble. Les deux Steels riaient et chuchotaient dans un coin. Sir George était enragé contre le traître Willoughby, seul auteur, disait-il, de cette faiblesse de nerfs, et, s'établissant entre les deux petites cousines Steels qui étaient encore ses favorites, il leur conta toute l'affaire qu'elles savaient aussi bien que lui, en s'emportant contre l'homme abominable qui mettait une fille charmante dans cet état. Au bout de quelques minutes, Maria fut un peu remise. Elinor voulait la faire passer dans une autre chambre, mais Madame Dashwood dit qu'il n'y en avait point de libre, que l'attaque de nerfs une fois passée, Maria serait aussi bien au salon. Elle resta donc à côté d'Elinor, et sans dire un mot de la soirée. « Pauvre Maria !» disait son frère à voix basse au colonel Brandon. « Elle n'a pas une aussi forte santé que sa sœur. Elle est très nerveuse. Au lieu qu'Elinor n'est jamais malade. Je suis sûre qu'elle n'a pas coûté une guinée en médecin depuis qu'elle est au monde. Mais la pauvre Maria,
Sa santé est détruite aussi bien que sa beauté, et c'est sans doute ce dernier point qui l'afflige. C'est bien naturel en vérité, si jeune encore. Pourriez-vous croire qu'il y a peu de mois qu'elle était belle à frapper, presque aussi belle qu'Elinor? À présent, quelle différence! Elinor est charmante et ne changera jamais. C'est un genre de beauté qui sera toujours le même, je puis en répondre. Je l'espère, dit le colonel, et que mademoiselle Maria retrouvera bientôt ses charmes. Hélas, elle n'en avait encore que trop pour lui. Et jamais elle ne lui avait paru aussi intéressante, aussi digne de toute son attention. Après le thé, on fit des parties de jeu. Mesdames Ferrars et Jennings s'établirent à un grave whist avec Sir George et M. Palmer. Elinor fut surprise de cet arrangement. Le colonel Brandon, à qui son frère et sa belle-sœur avaient fait tant d'honneur, avait dans son idée plus de droit à cette partie, et par son âge et par son habileté au whist, que M. Palmer, qui malgré son apathie ne parut pas trop content d'être le partenaire des deux grands-mères. Mais M. Dashwood n'avait garde de séparer sa sœur Elinor de son futur époux le colonel Brandon. Lady Middleton n'aimait que le casino, et le colonel ne le savait presque pas. Mais qu'importe. Il fallut, bon gré mal gré, qu'il se mit à cette partie, ainsi qu'Elinor, qui aurait bien préféré ne pas jouer et rester avec sa sœur. Mais elle eut beau conjurer ou son frère ou Fanny de prendre sa place, elle ne put l'obtenir. M. Dashwood se mit à côté du colonel pour lui apprendre le casino. Anna Stills fit le 4e. Fanny se mit en 5e dans la partie des mères. Lucie, tantôt à côté d'elle, lui parlait de tout ce qui pouvait lui plaire, tantôt à côté de Madame Ferrars, s'intéressait à son jeu, vantait son habileté au whist, à laquelle la bonne dame avait de grandes prétentions. Enfin, faisait sa cour de son mieux. Maria était laissée seule à ses tristes pensées et ne s'en plaignait pas. Absorbée dans ses réflexions, dans ses souvenirs, et bien loin du salon de Madame John Dashwood, elle n'entendit pas même ouvrir la porte et Fanny s'écrier « Ah, voilà mon frère !» Mais Elinor ne l'entendit que trop. Son sang reflua vers son cœur qui battit avec violence, et ses yeux baissés sur ses cartes, sans en distinguer aucune, elle s'efforça de reprendre son courage accoutumé. Enfin, quand elle crut y avoir réussi, elle tourna ses regards d'abord sur Lucie, qui était restée à sa place, dont la physionomie n'exprimait rien, mais dont les yeux perçants suivaient celui qui venait d'entrer. Elinor était placée de manière à ne pas le voir, et n'en était pas fâchée, lorsque son frère s'écrie « Ah, vous voilà enfin, Robert! D'où diable venez-vous? Nous avons dîné depuis 2 heures. » Elinor respire. Ce n'est pas Edward. Robert s'avance auprès de son beau-frère. Elle reconnaît d'abord le merveilleux à la boîte à cure-dents qu'il avait si fort impatienté chez le bijoutier. Sans doute il l'a reconnue aussi. Il la salua d'une inclination de tête, d'un air affecté. Son costume avait toute l'extravagance de la mode française, encore exagérée, et présentait vraiment quelque chose de très ridicule. Une crête ébouriffée, un col de chemise remontant jusqu'au coin des yeux, un frac étroit, un gilet de 2 doigts, un pantalon qui lui montait jusque sous les bras, un fracas de cachets et de bagues, un bouquet à la boutonnière, enfin, tout ce qui constituait alors l'élégance des jeunes gens qu'on appelait des incroyables. L'émotion d'Elinor avait fait place à l'étonnement. Elle ne pouvait comprendre que ce fût là le frère du simple, du timide Edward. Il dit légèrement à son beau-frère que, sur sa parole, il avait tout à fait oublié son dîner, que, dans la foule de ses engagements, ces oublis lui arrivaient souvent, et promenant sa lorgnette sur les jeunes dames, il daignait ajouter « Sans doute, j'ai beaucoup perdu. Cette langoureuse beauté auprès de la cheminée, est-ce une de vos sœurs, John ?» en désignant Maria. « Oui, la cadette, très jolie autrefois, sur mon honneur, mais la pauvre enfant est malade. » Robert ne l'écoutait pas. Sa lorgnette était dirigée sur la toque à plumes de Lucie. « Cette petite personne est délicieusement coiffée, reprit-il. Mais je dis délicieusement. Cela vient de Paris. Je crois l'avoir remarqué au magasin d'Hurstleigh. Très jolie, sur ma parole, du dernier goût. Et la jeune personne aussi. C'est Miss Lucy Stills, parente de Lady Middleton. Et Edward, où diable se tient-il? Où je ne suis pas, sans doute. Nous n'allons point ensemble. Il y a 8 jours que je ne l'ai vu. Il s'approcha de sa mère dont il était le favori et qui lui dit « Bonjour, Robert », avec un air assez affable. Il adressa quelques mots à Lucie sur sa délicieuse coiffure,
dont elle eut l'air très flattée. Peu après, les parties finirent et l'on prit congé les uns des autres, au grand plaisir des deux sœurs à qui la journée avait été ennuyeuse et pénible. Chapitre 36. Le désir qu'Elinor avait eu de voir la mère d'Edward était plus que satisfait. Il était anéanti. Et de tout son cœur, elle désirait actuellement ne pas se retrouver avec elle. Elle avait assez de son orgueil, de son dédain, de son esprit étroit et vain, et de sa prévention décidée contre les sœurs de son gendre. Elle voyait clairement à présent toutes les difficultés et les retards qu'il y aurait eu à son mariage avec Édouard, lors même qu'il eût été libre. Il était le seul de cette famille qui lui fût agréable. La fatuité et les prétentions de l'élégant Robert lui étaient insupportables, et Madame John Dashwood, n'ayant jamais cherché à gagner l'amitié de ses belles-sœurs, ne leur en avait jamais témoigné. Elle se trouva donc presque heureuse qu'un obstacle insurmontable la préservât du malheur d'être sous la dépendance de Madame Ferrars, d'être obligée de se soumettre à ses caprices et de supporter sa mauvaise humeur. Et si elle n'avait pas encore la force de se réjouir qu'Edward fût engagé avec Lucie, elle l'attribuait uniquement à la certitude qu'il ne serait pas heureux avec elle. Si sa rivale avait été plus aimable, elle aurait pris tout à fait son parti de renoncer pour sa part à un bonheur aussi chèrement acheté que d'être la fille de Madame Ferrars et la sœur de Monsieur Robert. Elle ne comprenait pas que Lucie eût attaché autant de prix aux honnêtetés d'une femme qui ne lui en avait fait que parce qu'elle n'était pas Elinor et que la vérité ne lui était pas connue. Il fallait que Lucie fût complètement aveuglée par la vanité pour n'avoir pas senti que cette préférence arrachée à demi par ses flatteries n'était pas du tout pour l'amante d'Edward, pas même pour Lucy Stills, mais pour la jeune fille qui paraissait à côté de celle qu'on voulait mortifier. Lucie le voyait si peu sous ce jour que dès le lendemain matin, elle arriva à Berkeley Street avec l'espoir de trouver Elinor seule et de lui dire tout son bonheur. Elle eut celui de venir au moment où Madame Jennings allait sortir. « Chère amie, dit Lucie à Elinor, que je suis contente de pouvoir vous parler en liberté, vous dire combien je suis heureuse. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus flatteur que la manière dont Madame Ferrars me traita hier? Comme elle était bonne, affable. Vous savez combien je la redoutais. Certes, j'avais bien tort. Dès le premier moment où je lui fus présentée, je vis sur sa physionomie quelque chose qui me disait que je lui plaisais extrêmement. Et toute sa conduite avec moi me l'a confirmé. N'est-ce pas que c'était ainsi? Vous l'aurez vu tout comme moi. N'en avez-vous pas été frappé? Elle était certainement très polie avec vous. Polie? Est-ce que vous n'avez vu que de la politesse? Pour moi, j'ai vu beaucoup plus. Avec quelle bonté elle m'a distinguée de tout le monde. Ni orgueil, ni hauteur, quoique je sois une pauvre jeune personne qu'elle voyait aussi pour la première fois. Elle n'a presque adressé la parole qu'à moi seule, et votre belle-sœur de même. Quelle femme adorable, toute douceur, toute affabilité, si bonne, si prévenante. Quel bonheur pour vous que votre frère ait épousé une femme aussi aimable. Elinor, pour éviter de répondre, voulut changer d'entretien. Mais Lucie la pressa tellement de convenir de son bonheur qu'elle ne put s'en défendre. « Indubitablement, lui dit-elle, rien ne pourrait être plus heureux et plus flatteur pour vous que la conduite de Madame Ferrars, si elle connaissait vos engagements avec son fils, mais ce n'est pas le cas et j'étais sûre d'avance que vous me répondriez ça, interrompit Lucie. Mais vous conviendrez au moins qu'il ne peut y avoir aucune raison au monde qui obligeât Madame Ferrars à feindre de m'aimer si je ne lui plaisais pas. Et elle a marqué une prévention si flatteuse pour moi et pour moi seule que vous ne pouvez m'ôter la satisfaction d'y croire. Je suis sûre à présent que tout finira bien et que je ne trouverai point les difficultés que je craignais. Madame Ferrars et sa fille sont deux femmes charmantes, adorables, qui me paraissent sans défaut, et peut-être me font-elles l'honneur de penser la même chose de moi. Car j'ai vu et senti qu'il y avait entre nous un attrait mutuel. Je suis étonnée que vous ne m'ayez jamais dit combien votre belle-sœur est agréable. Elinor n'essaya pas même de répondre. Qu'aurait-elle pu dire? « Êtes-vous malade, Miss Dashwood ?» dit Lucie. « Vous semblez si triste, si abattue. Vous ne parlez pas. Sûrement vous n'êtes pas bien, » lui dit la méchante fille avec son regard abominable. « Je ne me suis jamais mieux portée, » répondit Elinor. « J'en suis vraiment charmée. Mais vous n'en avez pas l'air du tout.
Je serais consternée si vous tombiez malade, vous qui partagez si bien tout ce qui m'arrive. Le ciel sait ce que j'aurais fait sans votre amitié. » Elinor essaya de répondre quelque chose d'honnête, mais elle le fit si froidement qu'il lui valut mieux se taire. Cependant, Lucie en parut satisfaite. « En vérité, lui dit-elle, je n'ai pas le moindre doute sur l'intérêt que vous prenez à mes confidences et à mon bonheur. Et après l'amour d'Edward, votre amitié est ce que je prise le plus. Pauvre Edward, si seulement il avait été là, s'il avait vu sa mère et sa sœur me traiter comme si j'étais déjà de la famille. Mais à présent, il en sera souvent témoin, et tout s'arrange à merveille. Lady Middleton et Madame John Dashwood s'aiment déjà à la folie. Elles vont se lier intimement, et nous serons sans cesse les uns chez les autres. Edward passe sa vie, dit-on, chez sa sœur. Lady Middleton fera de fréquentes visites à Madame Dashwood, et votre belle-sœur a eu la bonté de me dire qu'elle serait toujours charmée de me voir. Ah, quelle délicieuse femme! Si vous lui dites une fois ce que je pense d'elle, vous ne pourrez pas exagérer mes éloges. Elinor garda encore le silence, et Lucie continua. Je suis sûre que je me serais aperçue au premier moment si Madame Ferrars avait mauvaise opinion de moi. Elle m'aurait fait seulement comme à d'autres, une révérence cérémoniale, sans dire un mot, ne faisant plus nulle attention à moi, ne me regardant qu'avec dédain. Vous comprenez sûrement ce que je veux dire. Si j'avais été traitée ainsi, il ne me resterait pas l'ombre d'espérance. Je n'aurais même pas pu rester en sa présence. Je sais que, lorsqu'on lui dit plaît, elle est très violente et n'en revient jamais. Elinor n'eut pas le temps de répliquer quelque chose à son malin triomphe. La porte s'ouvrit. Le laquais annonça M. Ferrars, qui entra immédiatement. Ce fut un moment très pénible pour les uns et pour les autres. Tous les trois eurent l'air très embarrassés. Edward paraissait avoir plus envie de reculer que d'avancer. Ce qu'ils désiraient tous d'éviter, une rencontre entière, arrivait de la manière la plus désagréable. Non seulement ils étaient tous les trois ensemble, mais ils y étaient sans le moindre intermédiaire, sans personne qui pût soutenir l'entretien et venir à leur secours. Les dames se remirent les premières. Ce n'était pas à Lucie à se mettre en avant. Vis-à-vis de lui, l'apparence du secret devait être encore gardée. Elle ne fit donc que le regarder tendrement, le saluer légèrement et garder le silence. Elinor, qui le voyait pour la première fois depuis leur arrivée, et qui ne devait pas avoir l'air de rien savoir, avait un rôle bien plus difficile. Mais autant pour lui que pour elle, elle désirait si vivement d'avoir un maintien naturel que, passé le premier moment, elle put le saluer d'une manière aisée et presque comme à l'ordinaire. Un second effort sur elle-même la rendit si bien maîtresse de ses impressions que ni son regard, ni ses paroles, ni le son de sa voix ne purent trahir ce qui se passait dans son intérieur. Elle ne voulut pas que la présence de Lucie l'empêchât de témoigner à un ancien ami son plaisir de le revoir et son regret de ne s'être pas trouvé à la maison quand il était venu. Ni le regard pénétrant de sa rivale, ni l'embarras de sa position, ni son dépit secret ne la détournèrent de remplir ce qu'elle regardait comme un devoir envers le frère de sa belle-sœur et l'homme qu'elle estimait. Cette manière donna quelque assurance à Edward et le courage de s'avancer et de s'asseoir. Mais son embarras dura beaucoup plus longtemps, ce qui au reste lui était naturel, quoique très rare chez la plupart des hommes qui ne se laissent pas influencer par des rivalités de femmes dont leur amour-propre jouit. Mais Edward n'était pas susceptible de ce genre de vanité, et pour être tout à fait à son aise dans cette circonstance, il fallait ou l'insensibilité de Lucie, ou la conscience sans reproche d'Elinor. Et le pauvre Edward n'avait ni l'un ni l'autre de ses moyens de tranquillité. Lucie, avec une mine froide, réservée, semblait déterminée à observer, à écouter et à ne point se mêler d'un entretien où, naturellement, elle devait être étrangère. Edward ne disait que des monosyllabes, de sorte que la conversation reposait en entier sur Elinor et qu'elle en était seule chargée. Elle fut obligée de parler la première de la santé de sa mère, d'Emma, de leur arrivée à Londres, de leur séjour, de tout ce dont Edward aurait dû s'informer, s'il avait pu parler. Après quelques minutes, ayant elle-même besoin de respirer et voulant laisser quelques moments de liberté aux deux amants, sous le prétexte de chercher Maria, elle sortit héroïquement.
et resta même quelque temps dans le vestibule avant d'entrer chez sa sœur. Maria n'eut pas la même discrétion. Dès qu'elle eut entendu le nom d'Edward, elle courut immédiatement au salon. Le plaisir qu'elle eut en le voyant lui fit oublier un instant toutes ses peines. Il fut, comme tous ses sentiments, très vif et exprimé avec chaleur. « Cher Edward !» lui dit-elle en lui tendant la main avec toute l'affection d'une sœur et d'une amie. « Enfin vous voilà ! Comme je m'impatientais de vous revoir ! Et ce moment me dédommage de tout. » Edward était dans une extrême émotion. Il aurait voulu exprimer ce qu'il sentait, mais devant un tel témoin, qui prêtait toute son attention pour ne perdre ni un regard ni une parole, qu'aurait-il pu dire? Il pressa doucement la main de Maria sans répondre. Puis on se rassit. Et pour un moment, chacun garda le silence, les yeux baissés, à l'exception de Maria, qui, regardant avec sensibilité tantôt Edward, tantôt Elinor, aurait voulu réunir leurs mains dans les siennes, que leur bonheur lui tînt lieu du sien propre, et qui regrettait seulement que le plaisir de se retrouver fût troublé par la présence importune d'un tiers aussi étranger, aussi indifférent que Lucie. Edward parla le premier. Ce fut pour exprimer son inquiétude sur le changement de Maria. « Vous n'avez pas, lui dit-il, l'air de santé que vous aviez à Barton. Je crains que la vie de Londres ne vous convienne pas. »« Oh, ne pensez pas à moi, lui dit-elle avec le ton de gaieté, quoique ses yeux se remplissent de larmes au souvenir des jours heureux qu'elle avait passés à Barton. Ne songez pas à moi. Elinor est très bien, vous le voyez, c'est assez pour vous et pour moi. » Ce mot touchant n'était pas fait pour mettre plus à l'aise Elinor et Edward, ni pour se concilier l'amitié de Lucie qui lança à Maria un regard indigné dont celle-ci ne s'aperçut pas. « Est-ce que vous aimez le séjour de Londres ?» reprit Edward pour dire quelque chose et pour détourner la conversation sur un autre sujet. « Non, pas du tout, » répondit Maria. « J'en attendais beaucoup de plaisir, je n'y en ai trouvé aucun. Celui de vous voir, cher Edward, est le premier que j'ai goûté. Je remercie le ciel de ce que nous vous retrouvons toujours nous mêmes. » Et un profond soupir suivit ces mots. Elle s'arrêta, et personne ne continua. « Je pense une chose, ma chère Elinor, reprit-elle. Puisque nous avons retrouvé Edward, nous nous mettrons sous sa protection pour retourner à Barton. Dans une semaine ou deux, tout au plus, nous serons prêts à partir. Je suppose, et je suis bien sûre, Edward, que vous accepterez d'être notre protecteur dans ce petit voyage, et que vous voudrez bien nous accompagner. » Le pauvre Edward murmura quelques mots que personne ne comprit, peut-être pas lui-même. Lucie rougit, puis pâlit, et toussa vivement. Un regard d'Edward, moitié sévère, moitié suppliant, la calma. Il était vraiment au supplice. Maria, qui vit son agitation, la mit absolument sur le compte de l'impatience et du dépit que lui faisait éprouver la présence d'une étrangère dans ce moment de réunion. Et parfaitement satisfaite de lui, elle voulut à son tour le calmer, en insinuant à Lucie d'abréger sa visite. « Nous avons passé hier la journée entière à Harley Street chez votre sœur et la nôtre, » lui dit-elle. « Ah, quelle longue journée, j'ai cru qu'elle n'en finirait jamais. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet qu'on ne peut dire actuellement. Enfin, cette journée fut plus pénible qu'agréable. Mais pourquoi n'y étiez-vous pas, Edward? Ça aurait été plus agréable pour nous. Pourquoi n'y êtes-vous pas venu? J'avais le malheur d'être engagée ailleurs. Bon, engagée? On se dégage de tout quand on peut être avec des amis comme Elinor et Maria. Le moment parut propice à la méchante Lucie pour se venger de Maria. Vous pensez peut-être, mademoiselle, lui dit-elle, que les hommes ne sont point tenus de garder leurs engagements quand il leur vient dans la tête de les rompre? Elinor rougit de colère, mais Maria parut entièrement indifférente à cette attaque et répliqua avec calme. Non, en vérité, je ne crois pas du tout ce que vous dites. Je suis très sûre que c'est la fidélité à un engagement plus ancien qui a empêché Edward de venir hier voir sa sœur. Je crois réellement qu'il a la conscience la plus délicate et la plus scrupuleuse qu'on puisse avoir, et qu'il ne manquera jamais de sa vie à une promesse donnée, lors même que ce serait contre son intérêt ou son plaisir. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui craignît davantage de causer à qui que ce soit la moindre peine, de ne pas répondre à ce qu'on attend de lui, de ne pas remplir tous ses devoirs importants ou non, sans subterfuge, et quoi qu'il puisse lui en coûter. Voilà comment est Edward,
et je dois lui rendre cette justice. Comme vous avez l'air confus et peiné, Edward. Quoi? N'avez-vous jamais entendu faire votre éloge? Si vous le craignez, vous ne devez pas être mon ami, car il faut que ceux qui acceptent mon estime et mon amitié se soumettent à entendre, devant eux-mêmes, tout ce que je pense d'eux, soit en bien, soit en mal. Tout ce qu'elle dit convenait si bien au cas actuel, et il fut si difficile à Edward de le supporter, que ne pouvant plus soutenir sa position, il se leva et voulut sortir. « Nous quitter aussitôt ?» dit Maria. « Non, mon cher Edward, cela ne se peut. Rasseyez-vous et restez, je vous en conjure. » Et, le tirant un peu à l'écart, elle lui dit à l'oreille en jetant un coup d'œil sur Lucie. « Attendez qu'elle soit partie, je vous en supplie. Elle s'en ira bientôt. Il y a des siècles qu'elle est là. » Mais cette invitation manqua son effet. Il n'en sortit pas moins. Et Lucie, qui était décidée à ne pas partir la première, fût-il resté 2 heures, s'en alla bientôt après lui. Maria était de si mauvaise humeur qu'elle la salua à peine. « Qu'est-ce donc qui peut l'attirer si souvent ici ?» dit-elle à sa sœur dès que Lucie eut tourné le dos. « Ne pouvait-elle pas voir facilement comme nous désirions tous son départ? Combien Edward était tourmenté ?»« Pourquoi donc ?» dit Elinor. « Lucie serait-elle une étrangère pour lui? Il a demeuré chez son oncle près de Plymouth. Il la connaît depuis plus longtemps que nous. Il est très naturel qu'il ait aussi du plaisir à la voir. » « Du plaisir? Edward? Du plaisir à voir Lucy Steele s'il l'a vue peut-être 2 ou 3 fois comme une petite fille? Edward? Du plaisir à voir Lucy Steele qu'il a vue peut-être 2 ou 3 fois comme une petite fille? Si même il l'a remarquée et reconnue, ce que je ne crois pas à l'air qu'il avait avec elle, il aurait bien voulu la voir loin d'ici. Je ne sais pas, Elinor, quelle est votre idée en me parlant d'Edward avec cette indifférence, ou en le supposant indifférent lui-même au plaisir d'être avec vous? Il n'y avait qu'à le voir pour sentir combien il était tourmenté. Aussi, j'étais aujourd'hui très contente de sa manière, et très mécontente de la vôtre, Elinor. Pas un mot d'amitié, pas un effort pour le retenir ou pour faire en aller Lucie. Si c'est là ce qu'on appelle être sage et prudente, que le ciel me préserve de l'être. Moi je dis que c'est ingratitude ou fausseté. Ce pauvre Edward, comme il avait l'air malheureux. Je ne sais comment vous avez eu le courage de le laisser sortir ainsi. Elle se retira elle-même en disant cela. Elinor en fut bien aise. Elle n'aurait su que lui répondre, liée comme elle l'était par sa promesse à Lucie de garder son secret. Et quelque pénible que fussent pour elle l'erreur de Maria et les propos qui en étaient la suite, elle était forcée de s'y soumettre. Son seul espoir était qu'Edward ne s'exposerait pas souvent à renouveler un entretien aussi cruel, et qu'il ferait tous ses efforts pour l'éviter. Mais elle-même, pourrait-elle alors se dérober aux conjectures, aux plaintes, et même aux reproches de Maria sur la rareté des visites d'Edward? Sous tous les rapports, Elinor était vraiment très malheureuse, et elle avait besoin de tout son courage pour supporter une situation aussi désagréable, et qui, suivant les apparences, durerait encore longtemps. Bonjour et bienvenue sur le 9e vlog lecture sur Raison et Sentiment. On a donc attaqué le 3e tome de Raison et Sensibilité, parce que c'est le titre de cette traduction, et lu les chapitres 34, 35 et 36. Alors du coup, si vous avez envie de savoir où j'en suis, il y a... Attendez, 37, 38, 39, 40, 41, 42 chapitres dans le tome 3. Donc, raison et sensibilité. Et ben, je pense que je préfère ce titre en fait à raison et sentiment, parce que c'est la raison qui domine Elinor, et c'est plus la sensibilité qui domine Maria que les sentiments. Enfin, je vois qu'il y a une petite nuance en fait que je préfère dans la traduction de raison et sensibilité. Du coup... Eh ben, c'est le retour de John Dashwood et de Fanny. Je les aime pas. Ils sont cons, hein. Ils sont vraiment super cons. En fait, ces gens-là, c'est des calculettes sur pattes.
qui vont choisir leur relation et choisir la manière dont ils vont se comporter avec ces relations en fonction de leurs revenus, de leur s'ils ont un titre, parce que là par exemple Madame Jennings, c'est bon, elle a épousé quelqu'un qui a réussi dans le commerce, mais elle n'est pas titrée, donc on va un peu moins faire d'efforts envers elle. Je les aime pas du tout. Alors Madame Ferrars, je pense qu'elle est encore pire. On l'a déjà vue, Madame Ferrars, et que, en fait, elle est quand même sacrément conne. Et Lucie est quand même aussi sacrément conne, je peux pas la blairer. Le frère de... Alors Robert Ferrars, ce qui n'est... Il me semble, il n'est pas l'aîné, mais il est le second. Soit c'est le préféré. Robert, il paraît totalement correspondre à Lucie. Donc là, mon petit cœur de shippeuse est en train de se dire, rassemblons les cons pour qu'ils soient ensemble et qu'ils puissent se perpétuer, et foutons la paix aux gentils. Aux gentils qui sont Elinor et Edward. Oh, le pauvre Edward là. Puis faut... En fait, il y a une telle politesse dans cet univers que... moi, la Lucie, je l'aurais foutue dehors, honnêtement. Ou je me serais barrée. Sauf que c'est là qu'on habite, donc c'est pas évident. Mais... il y a vraiment le poids de la politesse et des conventions là qui est en train de leur foutre la tête sous l'eau, mais quelque chose de beau. Et quelque part, en fait, Maria, qui n'est pas au courant du coup de ce que Lucie a révélé sur Edward, et dont je suis toujours pas sûre de la réalité, Maria, en fait, qui s'en fout de ses conventions et qui balance comme ça ce qu'elle pense sans filtre. Enfin, Maria qui dit ce qu'elle pense sans filtre, en fait, c'est mon héroïne. Je pense que d'un côté, si je devais m'identifier à quelqu'un ici, je pourrais être un mix entre Elinor et Maria. Parce qu'Elinor, elle est toute polie, compagnie, quitte à se faire marcher dessus. Et Maria, elle rue dans les brancards. Maria, elle a un côté vraiment hypersensible. Après, c'était très à la mode à l'époque, entre guillemets, que les femmes aient des attaques de nerfs et compagnie, aient besoin de sel, etc. C'est le sexe faible. Hein. C'est le sexe faible. Et je pense que le terme, ces mots-là, sexe faible, ça doit être bien de cette époque-là où elles étaient considérées comme des pauvres petites choses fragiles. Et Maria, je pense qu'elle n'est pas si fragile que ça. Elinor non plus. Elles me paraissent quand même plutôt fortes. Et c'est tout à fait normal qu'après une déception amoureuse, on soit réduite un peu à se liquéfier sur le canapé et à regarder les chroniques de Bridgerton en bouffant de la glace, hein, et en pleurant toutes les larmes de notre corps. Jane Austen, je trouve qu'elle a vraiment réussi à se débrouiller pour que ces deux héroïnes, que sont du coup Elinor et Maria, on soit complètement en empathie avec elles. J'aime beaucoup Madame Dashwood aussi. J'aimerais bien qu'elle arrive sur Londres avec Emma. Emma, elle est marrante. Et j'aime beaucoup aussi le colonel Brandon qui essayait... Il a tenu la main de Maria. Il a tenu la main de Maria. Je veux trop qu'ils se marient. Et qu'ils soient heureux pour toute la vie. Et qu'ils fassent plein de bébés. Et qu'ils aient une belle maison avec des vieux arbres tout rabougris que Maria va adorer. Mais ouais, Maria, franchement, elle reprend du poil de la bête. Là, on voit, elle est encore fragile, mais elle défend sa sœur quand... Je crois que c'était Fanny qui montrait, si je me trompe pas. Oui, Fanny, c'est la sœur d'Edward, donc c'est la fille de Madame Ferrars. Quand Fanny montrait les peintures ou les croquis que Elinor avait fait pour les vanter, ce qu'elle voulait faire, ça a été retourné pour vanter Madame Miss Morton. J'ai compris, c'est que Lucy et Anna Steele sont quand même plutôt désargentées et en gros elles ont tout intérêt de trouver quelqu'un un homme qui a une assise financière rassurante pour elles, parce qu'il n'y aura pas de dot ou très peu, ou ça sera ridicule. Et je sais pas comment ils vont se dépatouiller là. Ce que j'attends de la suite,
Là, le colonel Brandon, il a fait un rapprochement envers Maria, sauf qu'elle ne le calcule pas encore. Ça va venir, je pense. Parce que je pense que lui, c'est un homme qui a été passionné, qui s'est quand même pris pas mal de trucs dans la tronche, du coup ça a cassé le truc, et qu'il est plus en retrait, parce qu'il se méfie, parce qu'il ne veut pas, s'ouvrir, il ne veut pas s'épancher, parce qu'il veut se préserver, puis qu'il a des responsabilités aussi. Il y a Miss Suzanne, il me semble, Miss Williams, il me semble que Miss Suzanne Williams, c'est la fille de Elisa, qui était la femme de son frère. Enfin, je vois vraiment un équilibre entre Maria et le colonel Brandon. Parce que Maria va pouvoir peut-être un peu raviver le colonel Brandon, lui redonner confiance en lui, en l'amour, etc. Et peut-être le côté plus adulte, plus posé du colonel Brandon va apaiser aussi Maria. Parce que je pense qu'elle en a besoin. Parce qu'elle est presque trop guidée en fait par ses émotions et qu'elle en souffre en fait. Elle en souffre. Et puis, qu'est-ce qu'ils étaient cons aussi à dire, oh là là, bah, elle est devenue moche avec Londres. Oh, mon Dieu, on dit pas ça des gens qui dépriment. Enfin bref, je sais pas comment on va se dépatouiller là entre Elinor et Edwards, parce que pour le moment ça a encore l'air mal barré. Mais j'ai quand même l'impression que Lucy fait un gros mytho sur Edward. Et il était gêné. Donc est-ce qu'elle n'est pas en train de le poursuivre de ses assiduités depuis un moment et que lui ne sait pas comment gérer ça? Ce qui est possible, parce qu'elle est quand même... Enfin, elle est redoutable. Hein. Lucy est super redoutable. Elle a réussi à se faire apprécier de la vieille peau, là, Madame Ferrars. Parce que je suis pas très... Je l'aime pas beaucoup, Madame Ferrars. Je préfère encore Madame Palmer, elle est drôle. Mais, enfin, Madame Palmer, elle est trop marrante. Enfin, marrante, elle est marrante à la voir en livre. Je pense qu'elle me gonflerait à la côtoyer, Madame Palmer. Alors n'hésitez pas du coup à me dire si vous avez déjà lu Raison et Sensibilité, si c'est une lecture qui est récente ou pas, si vous en avez des souvenirs ou pas. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, parce que moi je pense, en fait, j'ai assez peu lu personnellement de classiques, parce que lorsqu'il y avait des lectures imposées au collège ou au lycée, quand ça me plaisait, ça allait. J'avais lu, il me semble, La petite fadette de Colette. J'ai dû lire Les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet, j'ai lu du Giono, le Horla Maupassant. Ça, là, je vous cite des choses qui m'ont plu. J'en ai pas un grand souvenir, hein, parce que ça date, mais ce sont des choses qui m'ont plu. Et qui, de mémoire, étaient plutôt faciles à lire. Mais quand il y avait des lectures imposées par le collège ou le lycée qui ne me plaisaient pas, ah purée, je ramais. Parce que je suis une bourrique, moi. Si on me donne à faire quelque chose et que j'ai pas envie parce que ça me plaît pas, eh ben, je vais finir par le faire, hein, mais je vais mettre toute la mauvaise volonté possible pour... Enfin, je rame, quoi, c'est super chiant. Faut se batailler contre soi, quoi, pour le faire. Les envies de lecture que j'ai, comme je vous ai dit, c'est Jane Austen, pour le moment. Je pense que je vais les faire de manière chronologique par ordre de publication. Je ne vais pas les faire toutes rapprochées pour pas vous noyer sous les vidéos. Puis vous avez peut-être envie de variété aussi. Je vais lire aussi Carmilla de John Sheridan Le Fanu, qui est pour moi plus une novella qu'un roman. C'est assez court. De mémoire, en e-book, il est sur 176 pages, donc je crois qu'il est lu en 3 jours. Ça va être vite fait. Et je pensais aussi lire pour rester peut-être sur la littérature réaliste, si c'est ça, allez voir du côté de ce qu'ont écrit les femmes du 19e siècle, début 20e, peut-être 18e aussi. Je pensais à Elisabeth Gaskell, peut-être faire un tour aussi du côté des auteurs françaises, à voir. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées aussi, plutôt des livres libres de droit, parce que j'ai pas envie d'aller en prison. Sinon vous m'envoyez du chocolat, du Milka ou du Poulain, des trucs comme ça, mais pas des sous-marques parce que c'est pas bon. En thématique qui vient de venir là, je pensais pourquoi pas aussi faire une vidéo thématique sur le rapport à l'argent dans la petite gentry, donc à cette époque-là.
parce que je trouve ça intéressant et il y avait une petite notion comme ça de calcul, qu'on donne plus d'importance à des gens qui ont des plus grands revenus dans Orgueil et Préjugés. C'est beaucoup plus subtil dans Orgueil et Préjugés que dans Raison et Sensibilité, où là c'est les John et Fanny Dashwood, ils y vont avec des gros sabots quand même. Et je trouve que c'est pas de la romance. Donc, non, c'est pas de la romance. Je pense pas. Ça pourrait peut-être m'intéresser d'ailleurs de lire des livres qui sont estampillés romance et qui datent de cette période-là. Et bien, je vous souhaite une bonne soirée, journée, nuit, matinée, comme vous voulez. N'hésitez pas à laisser un petit message. Je vous conseille plus pour vous, en termes d'organisation, de vous abonner avec la petite cloche blanche afin d'être mis au courant de la sortie de mes nouvelles vidéos. Tout simplement pour pas casser le rythme. De toute façon, j'ai plein d'idées. J'ai toujours eu plein d'idées. Je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup. Allez, à bientôt. Portez-vous bien.